Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'annonce d'une représentation diplomatique du Togo à Dakhla. Le pays entend lancer le processus d'ouverture d'un consulat au Sahara occidental, la dernière des anciennes colonies africaines au statut non réglé que se disputent le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. La 27e édition du Salon international de l'édition et du livre, l'événement qui se tient au Maroc dans la capitale Rabat, met cette année à l'honneur la littérature africaine. Avec notre invité Madi Seydi, nous resterons dans cet univers du livre. Madi Seydi, auteur de Française venue d'ailleurs, un livre autobiographique qui retrace l'histoire d'une fascination pour le continent africain et surtout pour ses racines sénégalaises. Nous recevrons Madi Seydi tout à l'heure. Et on commence par cette manifestation ce mercredi à Dakar. Ils étaient des milliers de Sénégalais hier après-midi à protester contre le rejet de la liste nationale de l'opposition pour les prochaines élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Cette manifestation intervient après la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé la liste nationale de Yewwi Askan Wi. Des leaders de la plateforme, à l'instar d'Ousmane Sonko, sont d'office écartés du scrutin. Alors la manifestation était autorisée. Il s'agissait d'une manifestation pacifique qui a rapidement pris des allures d'un rassemblement contre le pouvoir incarné par le président Macky Sall, soupçonné par ses adversaires de vouloir briguer un troisième mandat en 2024. Poursuite de la visite du roi Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. Ce mercredi, le souverain a exprimé, dit-il, ses regrets pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge durant la période coloniale. Pas d'excuses donc, mais l'expression de regrets déjà exprimé par écrit. C'était il y a 2 ans dans une lettre adressée au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Alors le devoir de mémoire et la réconciliation ont marqué ce 2e jour au cours duquel le roi Philippe a restitué un masque traditionnel à la République démocratique du Congo afin de marquer un nouveau départ dans les relations entre la Belgique et la RDC. Il y a aussi les discours des 2 dirigeants axés bien sûr sur le passé colonial, mais aussi sur le partenariat économique à construire entre les 2 pays. Ces dernières années, de plus en plus de pays africains multiplient les gestes diplomatiques envers le Maroc dans sa quête de souveraineté sur le Sahara occidental. Parmi ces gestes, l'ouverture de consulats sur ce territoire disputé. Le Togo est le dernier pays en date à en faire l'annonce. Une ouverture prochaine d'une représentation diplomatique dans la ville de Dakhla, la capitale économique des provinces du Sud. Séverin Douku. Le Togo compte renforcer sa coopération avec le Maroc par l'ouverture très prochaine d'un consulat à Dakhla. L'annonce a été faite mardi 7 juin 2022 par le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, au terme d'un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la première réunion ministérielle des pays africains de l'Atlantique. Le Togo va ouvrir à Dakhla son consulat. Un consulat général pour montrer, attester encore une fois de plus un lien très fort entre Sa Majesté le Président de la République togolaise et le niveau de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République togolaise est très élevé. Une décision qui vient attester de la qualité des relations entre les États, dont les fruits sont palpables sur les plans politiques, économiques, mais aussi académiques. Une exemption de visa sera effective durant les 10 prochaines années, facilitant la circulation de personnes entre les 2 pays frères et le nombre de bourses d'études offertes aux étudiants togolais pour leurs études au Maroc, revu à la hausse, soit de 80 à 150 par an. Nous sommes également d'accord sur l'engagement de discussion pour la signature prochaine d'un accord d'exemption de visa pour les Togolais. La dimension humaine est fondamentale dans nos relations et donc cette exemption de visa s'inscrit dans ce cadre-là, au même titre que la formation. Et c'est pour cela
été décidé d'élever le nombre de bourses données par l'Agence marocaine de coopération aux étudiants togolais de 120 à 170. Ajouter 50 bourses supplémentaires. Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat dans un délai à définir la première session de la commission mixte de coopération maroco-togolaise. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. Illustration au Nigeria dans ce sujet de Robin Lozano. 1 140 000 hectares, c'est la surface de forêt ayant disparu au Nigeria entre 2001 et 2021. Cela équivaut à 11% de sa couverture forestière initiale. Cette déforestation a engendré l'émission de 587 millions de tonnes de dioxyde de carbone, selon Global Forest Watch, plateforme de surveillance des forêts mondiales en temps réel. L'État d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria, fait face à une exploitation forestière illégale sans précédent, ce qui rend difficile la vie des habitants des villages situés au cœur de la forêt. Avant ce business d'exploitation forestière, c'était différent. Nous pouvions abattre plus de 15 arbres au même endroit, mais maintenant, si nous parvenons à trouver 2 arbres, c'est une bénédiction. Pour que les Nigérians retrouvent la verdure d'antan, il va falloir agir. Durant la COP15 ayant eu lieu début mai à Abidjan, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a informé de la création d'un fonds national destiné à la reforestation des forêts du territoire. Ce budget est une avancée environnementale, mais il pourrait s'avérer insuffisant face à la rapidité à laquelle les arbres sont abattus dans le pays. Au moins 300 millions d'arbres sont coupés ou perdus chaque année dans ce pays. Nous devons donc planter 300 millions d'arbres par an pour compenser et nous abattons ce nombre d'arbres depuis de nombreuses années. Cela vous donne une idée de l'énormité de la tâche qui nous attend. Cette crise écologique au Nigeria engendrerait également une crise sociale. Des liens ont en effet été observés entre la déforestation et l'augmentation de la pauvreté dans le pays. Rappelons qu'environ 90 millions de Nigérians vivent sous le seuil de pauvreté, soit un peu plus de 4 personnes sur 10 selon la Banque mondiale. Le Salon international de l'édition et du livre, ouvert depuis le 2 juin, se poursuit à Rabat au Maroc. La littérature africaine est la thématique retenue pour cette 27e édition. Sur place, 128 activités culturelles et des centaines d'intervenants et d'experts du monde de l'édition. Séverin Douqueux. Le 27e Salon international du livre, après 2 années d'absence, a réouvert ses portes à Rabat au Maroc le 2 juin 2022. Cette édition se veut exceptionnelle, 55 pays du monde y participent avec 18 maisons d'édition africaines. L'Afrique est à l'honneur à cet événement où les questions de perspective d'avenir du continent et de la contribution de la littérature à la reconstruction des identités des jeunes Africains et au développement de la tolérance sont en débat. L'Afrique en toutes lettres, titre du pavillon d'honneur, est tout évocateur. Ce n'est pas les ventes qui sont les plus importantes ici, mais ce qu'on trouve comme expérience, ce qu'on donne aussi en retour comme expérience. On n'a pas une telle effervescence autour du livre en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas autant d'engouement, autant de publics qui viennent du matin au soir pour voir les livres, pour sentir les livres, pour vivre les livres. C'est un peu cette expérience que nous venons acquérir et par la même occasion plaider pour la lecture au niveau continental. Avec plus de 100 000 titres enregistrés, 2 millions d'exemplaires pour 700 exposants venus de tous les continents, ce rendez-vous, reflet de la richesse et de la diversité du monde de l'édition, vise surtout à valoriser la diversité des œuvres écrites, renforcer les habitudes de la lecture, gage d'une société cultivée et émergente, et donc rappeler qu'au-delà de la pensée, il faut penser. C'est un salon d'envergure et c'est aussi un brassage culturel. Ça permet à toutes les cultures de se rencontrer. Et à ce salon-là, l'Afrique est à l'honneur. Cela permet au livre de voyager. Parce que le livre voyage déjà par sa lecture, mais là maintenant le livre lui-même se déplace. C'est aussi un avantage pour appeler la population à la lecture, également à s'intéresser davantage au livre. Et c'est vraiment important, car le livre, c'est vraiment l'essence de la vie.
L'événement qui court jusqu'au 12 juin 2022 offre aux poètes, écrivains, libraires et autres distributeurs de communier avec les nombreux amoureux du livre pour faire valoir la force de cet outil de développement pluridimensionnel. On poursuit notre page culture avec notre invité, Madi Seydi. Alors, on vous a plusieurs fois reçu sur Africa 24 en tant que consultante en stratégie politique dans le cadre de notre émission l'Africa Newsroom. Mais là, c'est en tant qu'écrivaine qu'on vous reçoit aujourd'hui avec cet essai qui vient de paraître. Française, venue d'ailleurs aux éditions Stock. Voici donc votre publication. Madi Seydi, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Française, venue d'ailleurs, un titre qui renvoie d'office à la question de l'identité. C'était important pour vous d'écrire votre histoire dans le contexte actuel en France où les questions de l'identité, ou même devrais-je dire des identités, se posent plus que jamais? Absolument. Moi, j'ai toujours eu la chance de connaître mon identité, d'avoir des parents qui m'ont accompagné sur ce parcours-là. Mais il est vrai que je trouvais que le moment était propice. Avec la campagne dont nous venons de connaître, il était important de, quelque part, marteler un autre message qui était différent de celui qu'on avait entendu pendant quelques mois. Un message qui, finalement, faisait de l'identité une richesse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Ma double identité, ma double culture franco-sénégalaise a toujours été pour moi un plus, a toujours été pour moi un élément de singularité qui a fait que j'ai toujours revendiqué les deux. Alors, voilà. Est-ce que c'est précisément ce contexte politique en France qui vous a poussé à écrire, ou alors vous aviez déjà l'idée d'écrire ce récit déjà bien avant? Je dois dire que j'avais toujours l'idée d'écrire, je voulais partager parce qu'étant toujours convaincue de cette richesse dont j'avais pu bénéficier, j'ai toujours eu envie de quelque part repartager et rendre à ces deux pays, la France comme le Sénégal, ce que chacun m'avait donné. Mais je dois avouer que ce contexte, depuis quelques années d'ailleurs, dans lequel on vit, quelque part a réaffirmé ma volonté et quelque part j'ai eu cette urgence d'agir. J'avais envie de partager un petit peu ce qu'était mon parcours, ce qu'était ma vie, pour dire aux Français avec lesquels je partage finalement cette vie en tant que Française, mais aussi aux Africains qui, comme moi, ont cette double culture, que c'est possible, qu'on peut avoir une double identité et ne pas être schizophrène, ne pas être déraciné, bien au contraire, assumer ces doubles cultures. La France, c'est ma maman, le Sénégal, c'est mon papa. On ne choisit pas. Je suis complètement à l'aise dans ma double culture. Alors, je répète, vous êtes donc française. Vous êtes née en région parisienne, à Aulnay-sous-Bois, dans les années Alors, en fait, 80. Oui, en fait, moi, je suis née à Paris. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois dans les années 80 j'ai fait mon collège à Aulnay. Et ensuite, c'est là où commence une autre belle histoire. Mon papa décide d'aller s'installer au Sénégal et c'est ma première rencontre avec l'Afrique. Alors, on va parler de votre papa dans quelques instants. Mais d'abord, je vais vous citer Madi la guerrière qui se rêve princesse de Casamance, cette région verdoyante du Sénégal dont ses parents sont originaires. Là, je cite voilà, une phrase prise dans votre roman. Alors, on a quand même aussi dans ce livre ce fort attachement à vos racines africaines, surtout à vos racines sénégalaises. Est-ce que votre histoire, est-ce que ce récit n'est pas en quelque sorte une déclaration d'amour finalement au Sénégal? Est-ce que finalement ce livre n'aurait pas pu s'intituler quelque part Sénégalaise venue d'ailleurs aussi? Ça aurait pu absolument. Moi, j'ai pour habitude de dire que c'est une sorte de déloun du col. En Wolof, c'est rendre en fait. Je rends le bien que m'a apporté ce pays. Et je dois dire que le Sénégal est à l'origine de tous mes engagements. Je crois que j'ai eu une renaissance au Sénégal, une renaissance en Afrique. J'ai découvert un continent que je ne connaissais pas, en tout cas que je connaissais dans les livres, je connaissais de la parole de mes parents, et je le regardais avec des yeux occidentaux, si je peux dire ça comme ça. Et la réalité, c'est que quand j'arrive au Sénégal, je découvre quelque chose qui n'a absolument rien à voir de ce que j'ai pu imaginer dans mon regard occidental. Je découvre la vie, si je peux dire ça comme ça. Et je tombe amoureuse de ce pays.
Alors, il y a peut-être autre chose aussi qui marque votre livre. Est-ce que dans votre récit, il n'y a pas une peur finalement, alors en France, de ne pas être suffisamment perçue comme étant une Française, en raison de vos origines, et une fois au Sénégal, est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de ne pas être perçue comme suffisamment sénégalaise parce que vous êtes née en France? Alors, ce sentiment, il existe. Je sais qu'il existe. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas tant eu que ça, parce que quand j'étais en France, j'ai toujours été à l'aise dans mes petites bottes, pour reprendre mon récit. J'ai toujours été à l'aise avec mon identité française et convaincue que je l'étais. Même si beaucoup de gens peuvent avoir un autre sentiment, parce qu'on nous rappelle souvent d'où tu viens, d'où est-ce que tu es. La première question, quand on va se dire bonjour, ça va être « mais tu viens d'où ?» Et moi, j'ai toujours répondu, je viens de Paris, je viens de France. Alors effectivement, quand on arrive au Sénégal, les Sénégalais ont aussi un autre regard sur nous, qui je trouve est plus affectueux. Par exemple, au Sénégal, on m'a toujours appelé Toubab. Et des fois, on ne m'appelait pas Toubab, mais il manquait quelque chose. Je me suis dit à ma main, je suis peut-être trop intégrée pour qu'on se rappelle que j'avais aussi une autre identité. Et moi, j'ai toujours été très à l'aise. Et cet ouvrage, c'est aussi une manière de dire à tous ceux qui peuvent connaître une forme de déracinement, ou même un questionnement sur d'où suis-je vraiment, c'est de leur dire finalement, on est de partout. On est de partout. Alors, et l'assumer. On en vient, Madi Seydi, à votre père qui occupe une place très importante dans votre récit et même dans votre parcours personnel. Est-ce que ce livre est un hommage à vos parents et tout particulièrement à votre père? Ah oui, absolument, absolument. Mon papa est quelque part le centre de ma vie. Je ne devrais pas le dire comme ça parce que j'ai aussi une maman qui partage ce centre avec lui. Mais il m'a beaucoup accompagné. Ce que je suis devenue aujourd'hui, je le suis aussi parce qu'il m'a transmis. Mon papa a souhaité nous transmettre. Il est arrivé très tôt en France. Moi, toute petite, je savais d'où je venais. Je savais que je ferais ce retour vers le Sénégal. Gamine, je savais que le jour où mon papa aurait sa retraite, on rentrerait chez nous, chez lui. Donc mon papa, évidemment, est une figure très importante dans mon parcours, en ce qu'il m'a transmis. Chez nous, il n'y avait pas de fille, il n'y avait pas de garçon. Ce que pouvait faire un garçon, une fille pouvait le faire. Moi, je porte le nom de sa maman, donc il y a aussi un lien particulier qui se crée. Mais effectivement, mon papa, c'était une manière de rendre hommage à ce papa qui m'a accompagné, qui nous a transmis ses valeurs, qui nous a transmis sa culture, qui souhaitait qu'on soit aussi bien française que sénégalaise, mais surtout qu'on n'oublie pas d'où on vient. Merci beaucoup, Madi Seydi, pour cet entretien. Et je rappelle votre livre Française venue d'ailleurs aux éditions Stock. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci à vous, merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.